indépendantistes avaient bien choisi le lieu, nulle part, en Nouvelle-Calédonie. On ne trouve une végétation aussi dense, un endroit aussi difficile d'accès. C'était une grotte sacrée adossée aux falaises du Pacifique, un lieu hors du temps où les tribus Kanak entraient en contact avec leurs ancêtres. Le 5 mai 1988, la grotte d'Ouvéa est plongée dans un bain de sang qui va changer à jamais les relations entre la France et son lointain territoire de Nouvelle-Calédonie. 2 semaines plus tôt, un commando indépendantiste attaque une gendarmerie. 4 militaires sont assassinés, 16 otages cachés dans la fameuse grotte. Dans ce sanctuaire, les ravisseurs armés jusqu'aux dents se pensent en sécurité, invulnérables, invisibles, mais ils sont rapidement repérés par les autorités françaises. L'affaire éclate en pleine campagne présidentielle, à quelques jours du second tour où le chef de l'État sortant, François Mitterrand, s'apprête à affronter Jacques Chirac, son Premier ministre de cohabitation. Malgré leurs divergences, les deux rivaux finissent par décider d'une intervention militaire. Le 5 mai à 6h15 du matin, l'opération Victor est déclenchée dans un déluge de feu. 10 000 cartouches vont être tirées. La détermination était totale. C'est des gens qui manifestement voulaient aller jusqu'au bout et qui, malgré les différentes négociations, les différentes interpellations, les différentes sommations, n'ont jamais voulu se rendre. Et il a fallu vraiment aller jusqu'au bout pour libérer les otages. Parmi les membres du GIGN, 2 morts et une demi-douzaine de blessés. Côté Kanak, 14 prisonniers et 19 tués, dont 12 d'une balle dans la tête. Comment ont-ils été abattus? La grotte d'Ouvéa ne livrera jamais tous ses secrets. À Paris, François Mitterrand réélu, c'est le nouveau Premier ministre Michel Rocard qui va négocier les accords de Matignon du 26 juin 1988. À la clé, une amnistie générale et un processus d'autodétermination pour la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important dans l'histoire de notre pays. Jean-Marie Djibaou, le leader indépendantiste du FLNKS, sera lui-même assassiné par un Kanak opposant aux accords de Matignon. Un quart de siècle plus tard, les tribus se sont réconciliées, les relations avec la métropole sont apaisées. À compter de 2014, Kanak et Caldoche ont 4 ans pour organiser le référendum qui décidera de leur avenir avec ou sans la France. Regardez ce reportage signé Jenny Briffa. C'est l'un des plus grands chantiers actuellement en cours en Nouvelle-Calédonie. Camions et pelles s'activent dans chaque recoin. Le petit broum-broum, il y en a partout qui circulent. Je sais pas, ils doivent en avoir. À 2 heures de Nouméa, on construit un hôtel de luxe pour touristes internationaux. Christophe Sand est archéologue. Donc il y a des terres de cases qui sont là-haut, là. On va travailler dessus, mais on va démarrer par là. Avec son équipe, ce Caldoche pure souche est chargé de vérifier que les travaux ne vont pas impacter des sites Kanak, et notamment des sépultures. Des amont de coquillages les intéressent. Donc là, c'était des tribus Kanak à l'époque, c'est ça? Oui, probablement là on est sur des trucs du 15e, 16e siècle. Là. Un Caldoche spécialiste de l'histoire des Kanaks, une position qui n'a pas été facile à tenir quand il a commencé à travailler. L'archipel sortait à peine des événements qui ont opposé Caldoche et Kanak indépendantistes dans les années 80. Moi, pendant des années, j'ai été un traître. Parce que je m'occupais de trucs, il ne fallait pas que je m'occupe. C'est quoi un Caldoche qui s'occupe de l'histoire des Kanaks et qui essaye de valoriser ça? Moi, mon objectif, c'était pas de travailler sur les Kanaks, c'était de travailler sur l'histoire du pays. 25 ans plus tard, les remarques se sont tues. Pour lui, comme pour ses jeunes collègues. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça, je pense. Donc ça a bien évolué. Ah, carrément, oui. Dans le bon Mais sens. ça a été lié à beaucoup de choses. Ça a été lié à l'essor des programmes d'histoire. Moi, j'ai pas eu ces programmes-là. J'ai pas appris l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à l'école. Et le fait d'avoir ça dans son programme et le fait d'avoir des enseignants locaux aussi, tout ça, ça a énormément amélioré, je pense, le contexte global. Un changement de mentalité dont voici l'un des plus beaux symboles, le centre culturel Djibaou. Au cœur de Nouméa-la-Blanche, ce bâtiment, payé par l'État français, rend hommage à la culture kanak. Son directeur est le fils du leader indépendantiste Jean-Marie Djibaou,
assassiné il y a 25 ans. Bonjour. Bonjour, Alexandra Gardner, Enchantée. responsable du département spectacle, ici au Centre culturel Chibaou. Et donc Alexandra est calédonienne alors? Oui, oui, de naissance, oui. Une Calédonienne avec un directeur kanak, chose rarissime il y a 25 ans, plus maintenant. Après les événements et les accords de Matignon qui ont ramené la paix, l'État a débloqué d'importants crédits pour former les Calédoniens. L'ensemble des postes d'encadrement du Centre culturel Chibaou, ils sont tenus par des gens d'ici, qu'ils soient kanak ou calédoniens ou de n'importe quelle ethnie. Puisque l'objectif, c'est que ce soit les gens d'ici qui occupent les postes à responsabilité. Et ça, vous trouvez ça positif? Ah ben, je trouve ça juste, surtout, oui. Dans une salle d'exposition du centre, Emmanuel Chibaou a rendez-vous avec Christophe Sand, l'archéologue. Il est venu examiner des pièces de l'exposition. Tous les arrondis là comme ça, c'est plus probablement herminette en pierre et puis terminé au corail et puis. Depuis les événements, il a vu le regard des autres communautés évoluer sur la culture kanak. Désormais, plus personne ne parle de folklore. On a tous à être extrêmement fiers de ce chemin parcouru, parce qu'en 88, personne sur la planète ne nous donnait une chance. Et si ce chemin il a été parcouru, c'est parce que les gens ils ont été ensemble, parce qu'ils ont joué le jeu. Même le drapeau kanak flotte désormais sur les institutions à côté du drapeau tricolore. Ultime concession faite dans la douleur aux indépendantistes. Pour arriver à une telle évolution des mentalités en une génération, il a fallu changer le pays en profondeur. Depuis 1988, une politique sans précédent de rééquilibrage a été mise en œuvre en faveur des Kanaks. Formation des jeunes, restitution des terres autrefois données aux colons, construction d'infrastructures. Dans le nord de l'île, la transformation est radicale. Cette région, majoritairement kanak, était autrefois laissée pour compte. Mais aujourd'hui, tout a changé, notamment grâce à cette usine de nickel de classe mondiale flambant neuve. Elle a entraîné un boom économique sans précédent. Un petit Eldorado sur terre kanak, et les Kanaks justement veulent en profiter. Sur les terres coutumières des tribus, les projets d'investissement se multiplient. Le cinéma et la gare routière vont se situer là. Monsieur Nérégotte fait le lien entre les investisseurs et les clans kanaks. Et nos 15 villas sont là. Ce jour-là, il est en compagnie du représentant des clans propriétaires de 500 hectares dans la zone. Voici le dernier investissement sur leurs terres. Alors ici, on est chez NC Motors qui fait partie du groupe CFAO. Donc c'est un investissement qu'on a inauguré il y a de ça 2 semaines. Cette concession automobile appartient à un grand groupe international qui n'a pas hésité à s'installer sur terre coutumière. J'ai quand même conscience qu'il y a quand même un rééquilibrage par rapport à ce qui s'était passé, aux événements. On investit pour avoir un système gagnant-gagnant vis-à-vis des populations. Mais le projet qui leur tient particulièrement à cœur sortira de terre ici. Une riche famille de colons calédoniens va y monter un centre commercial. C'est tout ça, ça démarre d'ici et ça va jusqu'à l'Arbre là. Ironie de l'histoire, une partie de ces terres a longtemps appartenu à cette famille. Mais l'État français les a en partie restituées aux Kanaks à l'issue des accords de Matignon. Et maintenant, les clans Kanaks vont les louer aux anciens propriétaires. Aujourd'hui, nous accueillons le groupe Ballande qui revient, mais pour de la location. Voilà. C'est le clin d'œil à l'histoire, on va dire les choses comme ça. Indéniablement, une classe moyenne kanak a émergé en 25 ans. Pour autant, toutes les disparités sociales ne se sont pas évanouies et beaucoup restent sur le bord de la route. Retour à Nouméa, la capitale, avec Emmanuel Chibaou. Nous le retrouvons chez l'un de ses amis dans un squat, comme disent les Calédoniens. Et là, ici, vous êtes combien ici? Ici, on est une vingtaine. Comme eux, 8000 personnes habitent dans des squats en attendant un logement. En 25 ans, ces quartiers de cabanes en tôle ont fleuri autour de la capitale. Voilà, c'est Tcharatos. Il est en train de préparer une petite maison pour le petit groupe. Les squats rassemblent une majorité de Kanaks. La plupart ont quitté leur tribu, attirés par les emplois de la ville. Nous, on a du mal à avoir un bon salaire, par exemple. Donc, voilà.
Pourquoi on reste là dans les squats en attendant. 7000 familles sont en attente d'un logement social. Malgré les aides débloquées, les inégalités continuent à se lire dans le paysage. Depuis le squat, il suffit de lever les yeux pour voir les quartiers huppés. Wyatt, vous avez la vue sur les beaux quartiers alors? On l'a vu seulement. À l'échelle de la ville, il y a des quartiers pour les Kanaks, des quartiers pour les Blancs. On va dire. Et là, c'est simplement factuel. C'est un peu ça la difficulté, c'est qu'on essaye de bien séparer les populations. Il ne faut surtout pas que ça se mélange. Les efforts déployés ces dernières années n'ont pas encore permis de combler la fracture sociale et ethnique en Nouvelle-Calédonie. Pire encore, cette politique de rééquilibrage a un goût amer pour certains Calédoniens, comme Ghislain Santacros. Ce jour-là, il hisse le drapeau français sur sa propriété. Depuis les événements, ce caldoche arbore fièrement son étendard. Bravo mon drapeau. Et comme celui-là bien en vue, tu le vois à 5 km. Nous, on se bat pour rester français, on se bat pour notre drapeau. On veut le sauver. Maintenant, combien de temps la France va nous garder? Combien de temps la France, on pourra lui faire confiance? C'est la question qu'on se pose, nous les Calédoniens, souvent. Car cet éleveur caldoche s'est senti trahi en quelque sorte par la France lors des événements. Comme 300 autres familles, au plus fort des troubles, il a dû se résoudre à quitter ses terres avec une indemnisation pour qu'elles soient restituées aux Kanaks. Sa famille y était implantée depuis 3 générations. J'ai préféré partir. Pourquoi se battre constamment? Pourquoi risquer de se faire tuer? Pourquoi risquer de... 30 ans après, il y a toujours de l'amertume? Il y en a beaucoup moins, quand même. Beaucoup moins, mais... Il y a eu tellement de choses qui sont passées. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est que tirer sur quelqu'un ou recevoir une balle. Moi, j'ai reçu une balle. J'ai reçu une balle dans les côtes. Il s'est alors acheté cette propriété à 60 km de son village natal, Thio. De cette époque, il ne lui reste que quelques photos. C'est des souvenirs de l'époque de Thio. Ça c'est un cheval à Thio, ça c'est un mangeoire que j'avais fait à Thio. Voilà, des souvenirs de Thio. Le reste j'ai perdu, ça a été brûlé, c'est ce qui est bien dommage. Ghislain Santacros a eu du mal à accepter la poignée de main entre La Fleur et Chibaou. Mais avec le recul, il estime que c'était la meilleure des solutions. Pour autant, reste toujours un sentiment d'injustice par rapport aux 30 dernières années. Depuis 81, c'est à sens unique, donc tous les avantages ont été pour les Mélanésiens. Un peu surtout. Bon, c'est sûr qu'il fallait qu'ils rattrapent le temps perdu, mais il y en a certains qui se sont enrichis et d'autres sont restés le petit Kanak du coin, donc ce qui est regrettable. Mais on a beaucoup fait pour eux, plus que pour nous les Calédoniens. À l'heure du bilan, les plus amers sont souvent de la génération de Ghislain Santacros, la génération qui s'est affrontée pendant les événements. Comme à Ouvéa, là où les événements ont été les plus meurtriers avec la prise d'otage de la grotte. 2 militaires et 19 militants indépendantistes y sont morts. C'est aussi là que Jean-Marie Chibaou, le leader indépendantiste, a été assassiné. Nous retrouvons son fils, Emmanuel, sur place. Là, on arrive à la tribu de Gossana. Gossana, un bastion indépendantiste, la tribu des preneurs d'otages de la grotte. Emmanuel est accueilli par Maki Wea. Merci. Les retrouvailles sont chaleureuses. Pourtant, c'est son frère Djoubeli qui a assassiné Jean-Marie Chibaou il y a 25 ans. Pour lui qui voulait l'indépendance immédiate, la signature des accords de Matignon était une trahison. Les clans d'Emmanuel et Maki ont mis 10 ans à se réconcilier. Avant de pénétrer dans la tribu, Emmanuel fait la coutume, un geste de respect. Les sapins ont poussé, les cocotiers ont poussé depuis ces événements-là. Et nous sommes à 25 ans de la disparition de notre papa, de notre leader. Nous sommes très touchés par ta venue ici. On s'est réconciliés, je pense, à la hauteur de ce qui nous avait séparés. S'il y a quelque chose à tirer de ce travail de réconciliation qu'on peut amener avec les autres communautés, s'il y a un travail à engager, c'est
être capable de se dépasser soi-même entre nous. À Ouvéa, Makiwea a le cœur lourd sur la tombe des militants de sa tribu, morts pendant les événements. Marquer notre passage ici et puis dire que c'est important pour nous. En 25 ans, Ouvéa ne s'est pas développé malgré les aides versées. Makiwea a le sentiment que la manne financière a finalement démobilisé les militants indépendantistes. Dans leur tête, dans leur esprit, c'est d'abord mon intérêt à moi. Alors que les gens qui sont tombés, s'ils sont tombés pour l'intérêt du peuple, ils sont morts pour un idéal qui est l'indépendance. Et voilà, des fois on se demande pourquoi ces jeunes sont morts. Je dis 25 ans après, c'est vrai qu'il y a une démobilisation. Une démobilisation ou tout simplement un changement de génération. Quelques jours plus tard, à 5 heures de route de Nouméa, nous retrouvons Emmanuel Chibaou dans sa tribu à Tiendanit. C'est l'anniversaire de la mort de son père. Toute la tribu est réunie pour lui rendre hommage. Avec ses enfants, Emmanuel vient se recueillir sur la tombe de son père. L'occasion de faire un bilan. Et là aujourd'hui on est en 2014, le 4 mai, ça fait 25 ans. Les gens ils ont moins de défiance dans le regard, il y a moins de préjugés aussi entre les communautés. Et il y a encore du chemin à parcourir, mais je pense que là où on est aujourd'hui, on peut se dire que cet accord ça a été un bon accord, l'accord de Matignon. Pour moi, l'indépendance c'est pas une fin en soi. L'objectif je pense pour moi c'est d'être bien chez soi. Après, le nom que ça porte, ça peut porter indépendance, comme ça peut porter souveraineté partagée, comme ça peut porter un nom différent. D'ici 2018, le référendum d'autodétermination doit être organisé. On saura alors si l'archipel opte pour l'indépendance, à moins qu'une nouvelle solution institutionnelle ne soit proposée aux Calédoniens. Et c'est la fin de ce billet retour en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez bien sûr revisionner ce reportage sur notre site internet france24.com. Je vous dis à très vite.